Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. L'Afrique et l'Europe s'engagent pour un développement harmonieux et inclusif. Abidjan accueille en ce moment le 3e sommet Renew PAC, un espace privilégié pour discuter et élaborer des stratégies communes face à plusieurs défis, notamment la gouvernance et l'autonomisation. Le vice-président Thiemoko Meillet Koné a présidé les travaux d'ouverture ce lundi. Le CIA concentre l'attention en France. Le 61e Salon international de l'agriculture de Paris est ouvert depuis samedi. Les professionnels agricoles ivoiriens sont au rendez-vous. Ce sont des occasions uniques de découvrir les innovations, d'échanger avec les acteurs majeurs du secteur agricole. Les professions agricoles ivoiriennes sont en attraction. Et dans ce 20h, nous ferons une petite incursion dans le quotidien des promoteurs des produits ivoiriens au Maroc. Loin de leur terre natale, ces Ivoiriens s'illustrent comme de véritables ambassadeurs de la culture de leur pays, de la gastronomie au showbiz. Ils s'exercent à tout et ce soir, la rédaction du RTI1 a décidé de faire un focus sur ces promoteurs du consommé ivoirien. Enfin, au Sénégal, un protocole d'accord de paix vient d'être conclu avec l'une des factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Le Premier ministre Ousmane Sonko a signé l'accord de paix en Guinée-Bissau et sous la médiation du président Umaru Sissoco Embalo. L'accord prévoit notamment le dépôt des armes dans la région. Soyez les bienvenus sur RTI1, heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. L'Afrique et l'Europe ont décidé d'unir leurs forces pour un développement harmonieux et inclusif. Le vice-président Thiemoko Meillet Koné était à l'ouverture du 3e sommet Renew PAC ce lundi à Abidjan. Les deux continents veulent relever ensemble les défis tels que la gouvernance, l'énergie et la sécurité. La réunion d'Abidjan intervient après celle de Marrakech et Dakar. Fatou Fofana, Ambroise Asseman, Michel Kwame pour le reportage. Le vice-président de Côte d'Ivoire, Thiemoko Meillet Koné, a ouvert ce lundi 24 février au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan le sommet Renew PAC. C'est la 3e rencontre du genre. Elle réunit pour cette édition, sur les bords de la lagune Ébrié, plus de 300 politiques, leaders d'opinion et parlementaires, libéraux et démocrates, issus d'Afrique, d'Europe, du Pacifique et des Caraïbes. L'objectif est de favoriser la coopération entre les forces libérales et démocrates à l'échelle mondiale. L'Afrique, avec ses abondantes ressources naturelles, sa jeunesse et son potentiel entrepreneurial, est un moteur de croissance mondiale qui ne demande qu'à être pleinement exploité. Nous devons construire un véritable partenariat stratégique fondé sur l'innovation, l'entrepreneuriat et surtout sur la compétitivité où chaque partie apporte son expertise et bénéficie des opportunités qu'offre l'autre. J'aimerais lancer un message à nos jeunes. Il est temps que vous ne vous laissez pas séduire par des promesses faciles et populistes, par les illusions du repli sur soi, par les mirages du radicalisme. Préparer la jeunesse africaine et la rendre entreprenante, une idée partagée par le coprésident de Renew PAC qui appelle à l'action. L'Europe et l'Afrique sont différents, c'est vrai, mais nous avons donc un engagement pour progresser, il faut le faire maintenant. Le leadership et la connaissance sont indispensables ensemble. Nous devons être les champions donc, de l'exécution par des engagements tangibles, clairs, qui pourraient donc impacter le prochain siècle au bénéfice de nos continents. S'il vous plaît, aidons-nous ensemble, dirigeons ensemble et bâtissons ensemble. Contrer l'avancée du populisme, lutter contre la corruption, renforcer l'état de droit et préserver les libertés fondamentales, ce sont les points clés d'un libéralisme audacieux et inclusif. Selon le vice-président ivoirien, ces valeurs sont également chères au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est profondément attaché au libéralisme, fondé sur des principes de liberté, de démocratie et de progrès. Cet engagement lui a permis de guider la transformation politique et socio-économique de la Côte d'Ivoire depuis son accession à la magistrature suprême. Sous son autorité, la Côte d'Ivoire est devenue un modèle de libéralisme adapté aux réalités africaines. La dynamique de l'économie ivoirienne, caractérisée par une croissance forte, un développement des infrastructures et une amélioration significative des conditions de vie des populations, démontre
que les principes libéraux peuvent être un puissant moteur de développement. Nous devons opposer la force de nos valeurs pour surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Nous devons rester unis autour de notre credo commun, à savoir la primauté des libertés individuelles, une économie de marché régulée par l'état de droit et la conviction que la coopération internationale reste notre meilleure arme contre les crises. C'est pourquoi l'Europe, l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique doivent montrer la voie d'une coopération renouvelée pour constituer une véritable alliance stratégique fondée sur des intérêts mutuels. Des partenaires qui progressent, renforcer la compétitivité Union européenne-Afrique pour une croissance durable. C'est le thème de ce 3e sommet annuel de la communauté libérale internationale. L'événement est organisé par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et la Fondation Friedrich Neumann. La fonction publique a aussi des défis comme la digitalisation des services au public. Le projet s'accélère. La Banque mondiale apporte son appui à notre pays, la Côte d'Ivoire, et elle mène en ce moment une mission à Abidjan. La délégation a eu une rencontre au ministère d'État, ministère de la fonction publique. L'objet vise à améliorer la fourniture des services publics aux populations. Grâce Kando. Une mission de la Banque mondiale accompagné du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, chez la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. La rencontre s'inscrit dans le cadre du PATSI, projet d'accélération digitale de la Côte d'Ivoire. Ce projet vise, entre autres, à renforcer les fondements de l'écosystème numérique et à améliorer la fourniture des services publics aux populations. La Côte d'Ivoire est un partenaire privilégié pour la Banque mondiale. Madame le ministre d'État nous a fait part de ses besoins. Nous en sortons vraiment galvanisés, renforcés dans notre conviction de vouloir accompagner le pays. Nous avons pris bonne note des besoins et on poursuit les travaux avec le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation pour bien intégrer ces éléments-là et cette vision dans le projet. Nous sommes en train de mettre en place un projet très ambitieux qui nous permettra donc d'accélérer notre politique de modernisation par la digitalisation donc, de cette administration-là. Les différentes composantes tiennent compte de nos attentes, tiennent compte des contraintes que nous avons, contraintes de disponibilité donc, du service public. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont partout et nous avons besoin de les accompagner au mieux dans la gestion de leur carrière, dans leurs besoins en formation et dans la gestion donc, de leurs différentes préoccupations. Selon la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, avec ce projet de digitalisation, la transformation culturelle de l'administration publique ivoirienne est en marche. Le projet clé avance aussi bien. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation équipe les conseillers pédagogiques du primaire et du préscolaire, ceux qui sont aussi chargés de l'alphabétisation, ainsi que les conseillers des COGES. La ministre Maria Toukone leur a remis 185 motos pour un meilleur suivi des activités sur le terrain. Chris Ephraim Diomandé Siaka Kone pour le reportage. 185 motos et des casques remis aux conseillers pédagogiques du primaire et du secondaire, de l'alphabétisation ainsi qu'aux responsables des différents COGES de la région du Guémont. Ces dons se situent dans le cadre du projet CLEF, Child Learning and Education Facility. Geste du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et ses partenaires. Objectif, assurer un meilleur suivi pédagogique sur le terrain. Ces motos ne sont pas seulement des moyens de déplacement. Elles représentent pour nous une véritable bouffée d'air frais, un symbole de votre engagement à améliorer l'accès à l'éducation. Pour les partenaires du projet CLEF, donner ces moyens à la communauté éducative, c'est préparer l'avenir des élèves. Le mécanisme de financement commun dénommé Child Learning and Education Facility, en abrégé CLE, pour certains c'est CLEF, a été conçu pour améliorer l'accès et la qualité de l'offre éducative dans le but de contribuer au développement du capital humain et à l'éradication du travail des enfants en Côte d'Ivoire. L'implication active, soutenue, constante de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation témoigne de notre conviction qu'avec votre expertise,
et votre engagement, nous allons réussir ensemble les objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre du partenariat CLEF. Le président du conseil régional du Guémont a exprimé sa gratitude au gouvernement. Ce matin, vous êtes venus les mains chargées. 185 engins roulants pour le corps éducatif exerçant dans le Guémont. Il me revient, en tant que premier citoyen de développement de la région et votre collaborateur, il me revient donc de vous dire merci. Mariatou Koné a exhorté la communauté éducative à plus d'engagement. L'État de Côte d'Ivoire a fait sa part en vous dotant de moyens indispensables pour effectuer cet encadrement. Je compte sur votre sens de la responsabilité, sur votre engagement et motivation sans faille pour la réussite des nobles missions qui vous sont dévolues. Chers collaborateurs, je vous exhorte à utiliser ces motos à bon escient. Cette cérémonie a été meublée par une visite de la ministre au lycée moderne de Diokwe et au groupe scolaire Yafani. 19 personnalités africaines issues des secteurs publics et privés ont été distinguées à Paris, en France. Elles ont reçu le titre honorifique de docteur honoris causa pour leur leadership et leur impact social. Et la Côte d'Ivoire a été honorée en raflant avec plusieurs distinctions. On peut citer le ministre Laurent Tchagba et Yeo Adama, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Didier Nguessan pour le reportage. Laurent Tchagba, le ministre des Eaux et Forêts, reçoit la prestigieuse distinction de docteur honoris causa. Comme lui, 18 autres personnalités sont distinguées par Glory University International, CIS aux États-Unis, et son partenaire français. Selon l'organisateur, leur parcours d'exception et l'impact sur les communautés ont fait la différence. Les critères, d'abord, il faut candidater. Il faut constituer un dossier, le CV. Vous présentez votre CV au conseil universitaire et le conseil universitaire valide si vous êtes apte à recevoir un diplôme doctorat honoris causa. Cette distinction académique, la plus haute en milieu universitaire, est pour les récipiendaires une reconnaissance, un flambeau à entretenir et à transmettre aux générations futures. C'est une satisfaction totale pour moi aujourd'hui. C'est vraiment le couronnement de tout un parcours professionnel. Nous avons réussi donc à implanter la télévision numérique terrestre et je crois que c'est un exploit qui est aujourd'hui reconnu. C'est un sentiment de joie. On est célébré aujourd'hui sur la plateforme de la France et tout. Bon, je pense que c'est une joie et c'est un honneur. Et je dédie humblement ce doctorat honoris causa au président de la République. Cette université a déjà honoré avec la même distinction d'autres membres du gouvernement ivoirien en 2024, notamment les ministres d'État en charge respectivement de la Défense et de l'Agriculture. Et toujours à Paris, le SIA concentre aussi l'attention avec les professionnels agricoles ivoiriens qui sont au premier rang. Le Salon international de l'agriculture est ouvert depuis samedi et cette 61e édition enregistre des innovations et permet surtout aux acteurs du secteur de s'inspirer des meilleures pratiques. Les Ivoiriens sont fortement mobilisés et veulent répondre à toutes les attentes, nous rapporte notre envoyé spécial depuis Paris, Lonsine Bakayoko. À ce rendez-vous incontournable des filières végétales, plus de 700 exposants. Parmi eux, et notamment pour le secteur agricole, une dizaine de stands ivoiriens. Pour la recherche, le Centre national de recherche agronomique tient le pavé. Les enjeux actuels, c'est quoi? Les défis liés à la sécurité alimentaire, les défis liés au manque de main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous allons vers l'agriculture intelligente. Des solutions technologiques qui profitent aux producteurs de cacao. Nous, notre logique, c'est de pérenniser la durabilité. Voir comment commercialiser notre cacao et pérenniser aussi notre cacao. Des producteurs de cacao également orientés vers l'exportation. Nous pouvons faire le produit fini et nous pouvons aussi faire le produit semi-fini. Surtout faire la poudre ou le beurre pour que les gens puissent venir prendre là-bas directement au lieu qu'on transporte les fèves. Nous avons trouvé des gros broyeurs ici qui veulent faire du B2B. Comme dans notre système en Côte d'Ivoire et passer par le café cacao, nous sommes en train de voir comment élaborer ces plans pour que nous ayons ces marchés. Chez les éveilliculteurs réunis au sein de l'APROMAC,
L'adaptation au changement climatique, la biodiversité et les pratiques agricoles durables sont au cœur des enjeux. Ce que nous avons donc à montrer aux visiteurs qui vont visiter les stands, c'est surtout le caractère durable de l'élevage-culture en Côte d'Ivoire. C'est montrer toutes les dispositions qui ont été prises pour une agriculture responsable. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est également mobilisé pour marquer le coup. Eaux et forêts, production animale et surtout agriculture. Le ministre d'État, ministre Kobena Kwasi Adjumani, tient le lead. C'est une très belle découverte associée à 2025. Vous allez le voir, les escargots géants restent les vedettes à ce salon international de l'agriculture de Paris. Et c'est sans compter aussi avec les autres produits d'origine animale et halieutique. Ils attirent du monde au stand du ministère des Ressources animales et halieutiques. Envoyé spéciaux Dangui Adam Sangari. Salon international de l'agriculture 2025. Des escargots géants de la Côte d'Ivoire sont l'attraction au stand du ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA. Ça m'inspire un projet. J'ai rendez-vous avec le monsieur, je dis lorsque je serai en Côte d'Ivoire, je vais le contacter. Ah oui, ça c'est intéressant. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est la curiosité, parce qu'ils n'ont jamais vu d'escargots comme ça. Tout ce qu'ils trouvent, c'est tout petit. C'est plus gros que ce que les Européens connaissent. La présence de ces escargots géants à ce rendez-vous international de l'agriculture répond à un objectif stratégique des autorités. Nous présentons ce savoir-faire pour éventuellement bénéficier de partenariats et développer ce type d'élevage. C'est un élevage qui peut être profitable non seulement à des jeunes, parce que c'est un rémunérateur, mais aussi et surtout à des femmes. Juste à côté, sur le même stand, un autre produit ivoirien étonne les visiteurs, des chips de poulet. J'ai trouvé ça nouveau, surprenant et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et la personne m'a dit que c'était comme des chips, mais je pense qu'on peut aussi s'en servir pour assaisonner des salades. Donc, très bonne idée. Ces chips-là nous ont permis d'exposer à Francotech 2024 et aujourd'hui nous sommes au SIA. On essaie toujours de travailler le produit parce qu'on a des clients ici qui nous demandent est-ce que c'est vendu chez nous, est-ce qu'on peut trouver le produit? Avec son stand qui grouille déjà de monde, le MIRA est arrivé à cette édition du SIA avec des objectifs clairs. Notre participation vise à présenter notre savoir-faire, les espèces sur lesquelles nous travaillons en Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout venir bénéficier de l'expérience française en matière d'élevage. Le SIA 2025, c'est du 22 février au 2 mars. Le Maroc est le pays invité d'honneur à cette 61e édition de ce rendez-vous international de l'agriculture. Et comme on parle du Maroc, on s'y rend immédiatement. Justement, les produits made in Côte d'Ivoire sont prisés partout. Je vous conduis maintenant dans ce pays où des promoteurs ivoiriens s'illustrent comme de véritables ambassadeurs de la culture de leur pays, de la gastronomie au showbiz. Ils s'adonnent à tout avec art et passion et les consommateurs en rendent très bon témoignage. Notre reporter Victorine Yaoyobo a été aussi émerveillée au Maroc. Casablanca, non loin du boulevard Félix Houphouët-Boigny, le marché subsaharien. Ce n'est pas un hasard s'il s'y dégage une ambiance des marchés des villes ivoiriennes. Ils sont nombreux, les Ivoiriens qui commercent par ici. C'est comme au pays, c'est comme si vous étiez à Abidjan. Voilà. Nous sommes des grands commerçants. Moi, je fais le vivrier, je suis dans le cosmétique, la vente des pagnes. Comme au pays. Tout ce qu'on vend, on s'en sort. En tout cas, le magasin est là. De 1, on est passé à 2. De 2, on a 3. 3, maintenant, on a 4. En tout cas, ça va. Je fais les tresses, les ongles, les cils. Franchement, dans ce domaine-là, ça rapporte beaucoup. Avec la clientèle marocaine, ça va. Hein. J'ai pu m'imposer. Ils viennent faire les tresses. Même les Marocains qui font les tresses. Hein. Fait de bonnes affaires en faisant la promotion de la gastronomie ivoirienne, c'est la signature de Philo. Son restaurant situé en plein centre de Casablanca ne désemplit pas.
Première fois que je suis venu au Maroc, on m'a invité pour goûter les plats ivoiriens. Pour moi, là, c'est les meilleurs plats que j'ai goûté de ma vie. C'est trop doux. Tout ce qui est attiéké, garba, c'est trop doux. Je commence même à devenir ivoirien. Whenever I travel to Côte d'Ivoire, I go to a place called Aloko Drum, right? Yeah, my favorite, attiéké, attiéké with the aloko, légumes, poisson grillé, avec poisson grillé. De Casablanca, la capitale économique du Maroc, à Dakhla, située à la frontière marocaine avec la Mauritanie, on trouve des ambassadeurs du consommé ivoirien. Il y a tout, voilà Rachid. Ça c'est baouin, pour des manioc au pays. Hein. Il y a pour des plats là, voilà Placali aussi. Ici on se sent bien ici. Oui, on n'a pas de problème. Ça c'est huile rouge, bon huile rouge de main. Ces petits étals ou boutiques, il y en a un peu partout à travers la ville. Ça marche les purgeois? Oui, ça marche très bien. En moins de 10 ans, la communauté ivoirienne à Dakhla est passée de quelques dizaines à près de 2000 personnes. Une opportunité d'affaires pour Georges Kouakou qui décide ainsi de se lancer dans le showbiz. À notre rencontre, il préparait le concert du groupe VDA. VDA, la voix des anges, seront bel et bien ici dans la ville de Dakhla. À partir de 2018-2019, on a vu qu'on était un peu nombreux ici, mais on n'avait pas d'activité. Voilà comment nous sommes jetés dans l'événementiel pour essayer d'égayer la ville de Dakhla, la population de Dakhla en tant qu'Ivoiriens ici. Ces hommes et ces femmes, composantes de la diaspora ivoirienne au royaume chérufien, visent un objectif, se construire un avenir meilleur au Maroc afin de contribuer au mieux au développement socio-économique et culturel de leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Voilà, ces promoteurs du consommé ivoirien font la fierté de la Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Victorine Yaoyoboué. Sur le terrain politique à présent, au niveau de la Côte d'Ivoire, le secrétariat départemental du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de la circonscription de Tiassalé mobilise sur le terrain en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Suleiman Donisongo. Esplanade de la mairie de Tiassalé. Remise symbolique de la carte de militant à ses adhérents du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Un acte qui témoigne de leur attachement sans faille aux idéaux du parti. Au nom des secrétaires départementaux du parti de la région de Niamey-Tiassa, Alpha Sanogo s'adresse au président du parti et prend des engagements. Le département de Tiassalé demande une fois encore à son Excellence Alassane Ouattara d'accepter de faire encore 5 ans d'ultime sacrifice pour son pays. En se portant candidat aux élections du 25 octobre 2025. Nous lui promettons et prenons l'engagement de lui offrir à plus de 80% de voix des populations dans le département de Tiassalé. Cette rencontre s'inscrit dans la vaste tournée de rentrée politique conduite par Pierre Ngou Demba, coordonnateur principal du parti dans la région de Niamey-Tiassa. Nous sommes venus avec toute la région rassemblée à Tiassalé, donc leur porter le message de paix d'abord. Les salutations du chef de l'État, mais surtout leur dire de se mobiliser, qu'on veut que la paix continue et que celui qui a pu nous donner cela, le président Alassane, puisse continuer cette belle œuvre pour que nous puissions donc nous également aller vers le développement et le bonheur. Le parti consolide ses acquis dans le département de Tiassalé, en témoignent les chiffres issus de l'opération e-militant toujours en cours. Plus de 6600 militants sont enrôlés à ce jour et plus de 3300 cartes sont déjà distribuées. La prière est aussi importante. Notez qu'une année électorale a pesé. C'est l'objectif des musulmans de la sous-préfecture d'Etioboué, département d'Adiaké. Ils ont donc organisé une rencontre et pour confier la Côte d'Ivoire, notre pays, à Dieu. Le reportage de Mama Traoré. Au stade du village de Zoumaladougou, les populations et les imams de la sous-préfecture d'Etioboué sont en pleine intercession. À travers 5 lectures intégrales du Saint-Coran, ils implorent la clémence divine en faveur du président de la République et pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Initiée par la section du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses de la sous-préfecture d'Etioboué, département d'Adiaké,
Cette cérémonie annuelle de prière dédiée au chef de l'État et à la paix en Côte d'Ivoire en est à sa 8e édition. Et comme à chaque fois, elle bénéficie du soutien des élus et des autorités administratives de la localité. La paix en Côte d'Ivoire commence par la paix entre nous ici. Tout le monde dans son coin doit faire sa part, doit poser les actes nécessaires pour consolider la paix dans sa zone. Et si partout, tout le monde travaille à consolider la paix ira en Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous. L'année 2025 étant une année électorale pour notre pays, il est crucial que chacun joue un rôle actif pour garantir des élections paisibles et sans violence. J'en appelle aux guides religieux présents ici aujourd'hui pour qu'ils soient des messagers de paix, de tolérance et de réconciliation. Ces moments d'invocation visent également à renforcer la cohésion sociale. Pour preuve, ces dons en vivres offerts non seulement à la communauté musulmane d'Éthiopie, mais aussi à la communauté catholique et à la chefferie par le député-maire Ien Yakoubassié. Dans l'actualité judiciaire, le verdict est tombé vendredi dernier. Tadjou Ataba, l'ex-directeur technique et sélectionneur national de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a été reconnu coupable de harcèlement moral sur l'athlète Cissé Mariama. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme, des faits requalifiés qui font suite à la plainte de l'athlète ivoirienne Cissé Mariama pour harcèlement sexuel il y a 1 an. On va vers une paix durable en Casamance. Au Sénégal, un protocole d'accord de paix vient d'être conclu avec l'une des factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a signé cet accord de paix hier en Guinée-Bissau et sous la médiation du président Umaro Sissoko Embalo. L'accord prévoit notamment le dépôt des armes, la démobilisation des combattants, leur réinsertion dans la société et le retour des populations déplacées. Dès son investiture, le président sénégalais avait annoncé au nombre de ses priorités le retour de la paix en Casamance en vue d'accélérer le développement de la région. L'initiative avait été entamée en 2022 par l'ancien président Macky Sall. Et pour la première fois, les eurodéputés ont voté à majorité une résolution qui condamne le Rwanda. Le Parlement européen appelle la Commission européenne à prendre des sanctions contre Kigali et à suspendre l'accord sur le minerai conclu avec Bruxelles. Les élus condamnent fermement l'occupation de Goma et d'autres territoires dans l'est de la RDC par les rebelles du M23 et les forces de défense rwandaises. Il y a 3 ans, jour pour jour aujourd'hui, que la Russie envahissait l'Ukraine, une attaque militaire sur plusieurs fronts à l'origine du déclenchement d'une guerre sur le territoire ukrainien. Et notez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est rendu à Washington pour rencontrer Donald Trump qui a opéré une rupture stratégique majeure à la mi-février en annonçant vouloir négocier seul la paix avec Vladimir Poutine. On en sait plus avec Gabriel Zani. Ce lundi, à Kiev, dans la capitale ukrainienne, les dirigeants mondiaux ont participé à une cérémonie marquant l'anniversaire du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Dans la foulée des discussions pour la résolution de la crise, l'Union européenne annonce une aide de 3,5 milliards d'euros au sommet international pour le soutien à l'Ukraine. La guerre en Ukraine reste la crise la plus centrale et la plus lourde de conséquences pour l'avenir de l'Europe. Poutine essaye plus que jamais de gagner cette guerre sur le terrain. Son objectif reste la capitulation de l'Ukraine. L'avenir de l'Ukraine et celle de l'Europe doit se jouer avec les Européens. Le contraire n'est pas envisageable, selon les discours tenus au 3e anniversaire de la guerre russo-ukrainienne. Une cérémonie a été organisée sur le parvis du Conseil de l'Europe à Strasbourg, en France. Le Conseil de l'Europe est aux côtés de l'Ukraine pour obtenir des réparations, pour lutter contre les crimes de guerre et pour lutter contre l'impunité, pour renforcer la démocratie, pour protéger les enfants d'Ukraine, pour que l'Ukraine continue d'exister, pour que l'Ukraine retrouve le chemin de la paix, de la reconstruction et de la justice.
Voilà 3 ans que dure la guerre entre les deux pays. Les États-Unis veulent sonner la fin des hostilités. Ils appellent l'Ukraine, la Russie et le reste des États membres de l'ONU à soutenir leur projet de résolution réclamant une fin rapide du conflit. Tout cela se déroule sur fond de négociations qui donneraient aux États-Unis l'accès aux minerais ukrainiens en échange d'une protection. Ces négociations sont en phase finale, à en croire les équipes ukrainiennes. Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron est à Washington pour évoquer la position européenne sur la résolution de la crise ukrainienne. Les ressources naturelles du pays sont estimées à une valeur de 350 milliards de dollars, notamment du titane et du lithium. Mais elles se trouvent dans des territoires occupés par la Russie, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne. Et face à son homologue américain ce lundi, Emmanuel Macron a plaidé pour des garanties pour la paix en Ukraine. La paix est une quête permanente. À demain 20h.